Merci beaucoup d'être là. Monsieur l'ambassadeur, on voit que la guerre avec l'Iran s'intensifie, les frappes menées par Israël sont extrêmement nombreuses, précises, mais on voit aussi que la population civile israélienne paye un lourd tribut aux attaques à la fois iraniennes et donc du Hezbollah du Liban. Est-ce que vous avez un bilan à l'heure où l'on se parle? Il n'y a pas de blessés ou de morts dû à l'attaque du Hezbollah. D'accord. Les roquettes du Hezbollah ont été interceptées par le nouveau système laser, de canon laser. Et donc, rien n'est tombé sur le territoire israélien. C'est-à-dire, si, il y a une roquette qui est tombée sur un territoire ouvert, mais personne n'a été touché. Je n'ai pas les chiffres pour aujourd'hui en tant que nombre de... Je sais qu'il y a un blessé dans une situation critique. Donc nous avons encore 11 morts. 11 morts, absolument un bilan conséquent. Est-ce que vous confirmez ou infirmez que les bureaux de Benjamin Netanyahou aient été visés par les Iraniens? Ciblés certainement. Ils essaient de tirer sur la Knesset, sur le gouvernement israélien, les sites différenciés du gouvernement israélien, donc aussi le bureau du Premier ministre, rien n'a été touché. Régine Delfour, notre envoyée spéciale, évoquait une éventuelle intervention terrestre de l'armée israélienne dans le sud Liban pour se débarrasser de ces milices du Hezbollah qui sont toujours présentes. Est-ce que là, vous avez une confirmation ou pas? Non. Pour l'instant, je crois comprendre que ce n'est pas notre intention, mais c'est une décision qui sera prise par le Premier ministre et par son cabinet. Si le Hezbollah continue à tirer des roquettes contre Israël, sera bien obligé d'y mettre de l'ordre. Nous ne voulons pas, bien sûr, y arriver. Et donc, ce serait une très bonne idée que le Hezbollah cesse de tirer des roquettes et que le gouvernement libanais fasse ce qu'il doit faire pour les en empêcher. En attendant, c'est pas le cas encore. Le gouvernement libanais s'est désolidarisé du Hezbollah, lui a interdit toute activité militaire. Ils ont interdit toute activité militaire, effectivement. Il y a des bonnes déclarations qui ont été faites par le Premier ministre. La question, est-ce qu'ils vont les mettre en œuvre, les enforcer? Ça, c'est une grande question. Pour l'instant, ils n'ont pas vraiment fait. Je pense que le Hezbollah a très bien compris qu'ils avaient tout à perdre en participant à cette guerre. Ils ont perdu le commandant des renseignements militaires dans l'attaque de l'année dernière et d'autres cas du Hezbollah. Ce serait une très mauvaise idée de leur part de continuer à participer à cette guerre. Nous n'avons aucune patience et aucun temps à perdre avec le Hezbollah. Joshua Zarka, vous êtes l'ambassadeur d'Israël en France. Israël qui mène donc 2 fronts en même temps contre le Hezbollah, je le disais, au Liban, et contre les Iraniens. Il y a eu des centaines d'avions israéliens qui ont touché aujourd'hui l'Iran. Là encore, ce sont des opérations qui sont menées conjointement avec les Américains. Les états-majors sont main dans la main? Entièrement. Pour nous, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Nous n'avons jamais combattu à côté d'une autre armée. Toutes nos guerres, nous les avons gérées tout seuls. Et là, nous avons vraiment... tout est conjoint. Au niveau le plus tactique possible, vraiment. Les pilotes sont les uns avec les autres. Les officiers et donc les QJ sont aussi tous conjoints. Et donc, oui, nous menons une opération conjointe avec les Américains du début jusqu'à maintenant. D'accord. L'opération de Epic Fury a permis l'élimination de 48 hauts gradés et dignitaires iraniens, dont Ali Khamenei. C'était une opération d'une précision inouïe, menée à la fois par le renseignement américain et par l'armée israélienne. Par les renseignements américains et israéliens et par l'armée américaine et israélienne. Tout à fait. Ces cadres dont vous parlez étaient réunis dans 2 réunions. L'une... là où se trouvait le guide suprême, et l'autre dans un autre endroit. Ces 2 réunions ont été touchées et tous les participants ont été éliminés. C'est-à-dire que vous saviez précisément qui se trouvait à quel endroit? Je pense qu'on a prouvé, depuis longtemps. Je pense qu'on a prouvé depuis assez longtemps qu'on a un bon contrôle de tout ce qui se passe en Iran, et un bon savoir de tout ce qui se passe en Iran. De quel côté de quel côté du lit certaines personnes dorment même. C'est-à-dire que sur certains dignitaires, vous saviez de quel côté du lit ils dormaient, dans leur maison. Vous étiez à ce niveau-là de renseignement. On savait exactement ce qu'ils faisaient. Très intéressant. Louis Dragnel, une question. Monsieur l'ambassadeur, à la fin de l'été dernier, Israël se retrouvait un peu isolé au niveau de la scène internationale. Et là, est-ce que vous sentez une bascule avec quand même énormément de pays du camp occidental au sens large qui globalement se retrouvent derrière vous et apportent directement ou indirectement leur soutien aux États-Unis et à Israël? Pas seulement le camp occidental. Vous savez, pour la première fois, grâce à l'Iran, il faut dire,
notre chef d'état-major a eu des discussions avec ses homologues arabes. Donc ce n'est pas seulement dans le camp occidental, c'est aussi dans le camp au Moyen-Orient. Le monde commence à comprendre que la cause de toute cette instabilité, de tous les maux du Moyen-Orient, c'était l'Iran. C'est l'Iran. On peut commencer à parler au passé. C'était l'Iran. Et je pense que les choses vont commencer à changer d'une façon très fondamentale. Et vous y voyez quelque chose de durable? C'est-à-dire que pour vous, c'est vraiment quelque chose de nouveau aussi pour les relations d'Israël avec beaucoup de pays du monde? Du monde arabe notamment? Oui. Beaucoup de pays du monde, pas vraiment, parce qu'en fin de compte, vous savez, vous parlez de cet isolement. Et même la France, je peux vous citer l'exemple de notre pays, la France. Mais oui, on n'était pas vraiment isolé avec la France, on a eu des différences avec le gouvernement, disons. Mais c'est vrai que ça change. Mais ce qui est vraiment très important, c'est pas que ça change pas nos relations avec le reste du monde, c'est surtout les relations avec les pays qui sont nos voisins. C'est avec eux que nous voulons faire la paix, c'est avec eux que nous voulons vivre en paix. Et cela a été empêché jusqu'à présent par l'Iran. Que ce soit la Syrie, que ce soit le Liban, que ce soit l'Irak, que ce soit tous les pays de la région avec lesquels nous n'avons pas de relations, même les Palestiniens, il faut dire. Vous savez qu'à chaque fois qu'on a avancé vers une possibilité de négociation de paix avec les Palestiniens, c'est le Hezbollah, guidé par les Iraniens, qui ont empêché cela. Alors donc maintenant que l'Iran, le régime iranien qui est en place, commence à s'affaiblir et espérons qu'il va disparaître, je pense qu'il y aura un futur qui sera fondamentalement différent pour le Moyen-Orient. Et vraiment, on a une occasion de créer quelque chose que nous n'avons pas eu jusqu'à présent, c'est la paix. La vraie paix entre nous et nos voisins. Joshua Zarka, vous êtes l'ambassadeur d'Israël en France. Vous avez évoqué la France. Il y a eu un changement de cap dans la stratégie française, qui au début se disait ni impliquée ni prévenue des opérations militaires en cours menées par Israël et les États-Unis. Aujourd'hui, une de nos bases a été touchée et ça change évidemment la donne. Dans quelle mesure le dispositif français pourrait s'intégrer dans le dispositif déjà en place entre les Américains et les Israéliens? Les opérations offensives qui sont menées par les forces israéliennes et américaines et israéliennes, je pense, sont déjà très coordonnées. Et je ne sais pas si la France veut participer à l'offensive. Je pense qu'elle veut plutôt participer à la défense des différents pays du Golfe qui sont ciblés par les Iraniens et qui sont attaqués par les Iraniens, notamment le Bahreïn, les Émirats et d'autres, avec lesquels la France a des accords. Et c'est surtout, faut dire, c'est surtout à la France qu'il faut poser cette question. Mais on voit un changement, vous utilisez le terme un changement de cap, on voit un changement de conduite, disons, de la prise de décision de la France envers ce qu'il se passe au Moyen-Orient. Une question de Rachel Kahn, l'ambassadeur. Nous sommes dans une guerre hybride, en plus dans cette fête de Pourim où la justice et la vérité vont se révéler. Il y a une proposition de loi actuellement sur le fait que l'antisionisme serait considéré comme de l'antisémitisme ou comme finalement cette haine du juif par rapport à la haine d'Israël. Est-ce que vous appelez de vos voeux à ce que cette loi passe le plus vite, notamment par rapport à la situation assez dangereuse que les Français juifs peuvent vivre en France? Mais vous savez, c'est la définition de ce qu'on appelle la AIRA, c'est l'organisation qui est pour la mémoire de l'Holocauste, qui a défini ce que l'antisémitisme et l'antisionisme, disons, la négation du droit au peuple juif d'avoir un État et de l'antisémitisme. Parce que c'est ça, c'est en fin de compte, tous les peuples du monde auraient droit à avoir leur propre État, à part les Juifs. Alors oui, il y a bien sûr qu'il y a de l'antisémitisme pur là-dedans, et c'est donc cette définition devrait être adoptée, et nous espérons qu'elle sera adoptée le plus rapidement possible. Ça a été annoncé par le Premier ministre au dîner du CRIF. Caroline Yadan a présenté cette proposition de loi. C'est une très bonne nouvelle si ça passe. Joshua Zarka, évidemment, Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, met en place un dispositif de sécurité particulier pour protéger la communauté juive en France à l'occasion des fêtes religieuses de Pourim, tout comme les opposants iraniens qui sont visés. Vous redoutez des passages à l'acte terroriste sur le sol français ou dans d'autres pays d'Occident? Vous savez, le terrorisme est un outil qui a été utilisé par les Iraniens depuis longtemps contre ces dissidents et contre les Israéliens. Pour eux, c'est quelque chose qui était totalement légitime d'essayer de tuer ses propres dissidents ou d'essayer de tuer des Israéliens, que ce soit des diplomates, et si ce n'est pas des diplomates, des hommes d'affaires, et si ce n'est pas des hommes d'affaires, des communautés juives. Oui, nous craignons cela. Nous craignons cela, que ce soit en France, que ce soit à différents endroits, mais il faut dire qu'en France, le sentiment que nous avons, c'est que nous sommes vraiment dans les bonnes mains du ministre des Affaires de l'Intérieur, M. Nunez, et de la police française et des services qui vraiment s'occupent de notre sécurité.
Très bien. et de la sécurité des communautés juives, il faut dire. Louis? Non, on se posait la question, est-ce que vous avez des contacts, même informels, avec l'actuel ambassadeur d'Iran sur le territoire en France? Il ne me regarde jamais dans les yeux. Donc Oui. vous le croisez? Jamais. Dans des réceptions, etc., il ne me regarde jamais dans les yeux. De peur que je lui dise bonjour, je pense. Parce que là, Qu'est-ce que vous lui diriez, là, si vous le croisiez? Qu'il ferait bien de demander asile. Oui. L'asile? Oui. Ah, à qui? À la France? Je sais pas, moi, il y en a beaucoup. Il y a pas mal déjà de diplomates iraniens qui ont demandé l'asile dans différents pays. Il n'y a pas longtemps, un diplomate iranien qui a demandé l'asile en Suisse et d'autres. Il ferait bien, je pense qu'il ferait bien, tous ces diplomates, tous ces hauts représentants du régime iranien, de commencer à réfléchir à une alternative. Et est-ce que vous, ambassadeur d'Israël en France, vous craignez aussi la présence des services de sécurité iraniens au sein de l'ambassade d'Iran en France? Contre les intérêts Iraniens israéliens sont présents, je sais pas, les Iraniens, les gardiens de la Révolution, c'est une organisation terroriste qui a été définie par l'Union européenne comme telle. Ils sont présents un peu partout. Hein. Il faut dire qu'ils sont présents en Europe, ils sont présents. Vous savez, en 2018, ils avaient essayé de faire un attentat terroriste en France contre une organisation d'opposition iranienne. Ça veut dire qu'ils étaient présents. Ils sont toujours présents, ils sont omniprésents partout. C'est une organisation terroriste mondiale, un réseau mondial. C'est la même organisation terroriste qui a fait exploser notre ambassade à Buenos Aires il y a de cela de longues années. Donc oui, ils sont présents. Nous savons qu'ils sont là, nous les combattons en coordonnance avec, bien sûr, avec les différentes, ça dépend dans quel pays, avec les gouvernements de différents pays. Joshua Zarka, dans la classe politique, la réaction de la France insoumise, notamment, s'est montrée assez distinguée, comme toujours. Rima Hassan a déclaré que l'Iran avait le droit de se défendre, Israël avait le droit de la fermer, tandis que Jean-Luc Mélenchon estimait que la mort d'Ali Khamenei, bourreau du peuple, ne justifiait pas les moyens qui l'ont provoqué. Qu'est-ce que vous leur répondez? Rima Hassan, soupir éloquent. Je pense que je lui rendrai la même monnaie, hein, sans être... Non, d'accord. Sans être grossier. Sans être grossier. Vous lui renverrez sa phrase. De faire la même chose. Et pour M. Mélenchon, franchement, on m'a expliqué longtemps que c'était quelqu'un de brillant. Là, il semblerait que quelque chose s'est passé. Les dérapages antisémites à répétition, ce n'est pas un hasard. C'est plus qu'un dérapage. Hein, vous savez, je suis un passionné de l'histoire. J'ai vu beaucoup de discours qui ont été faits par différents dirigeants. Et là, il y a une façon de faire, il y a une langue corporelle, ça s'appelle une langue corporelle, on voit ses mimiques, la façon dont il parle, qui ressemble à des choses qu'on voudrait oublier. Qu'on a déjà vu dans le passé. On avait déjà vu dans le passé, qu'on voudrait vraiment oublier. Alors, je pense que s'il est effectivement brillant, comme tout le monde le dit, absolument. quelque chose d'inquiétant. Rapidement, Rachel, mais après on écoute Donald Trump. Vous ne voyez pas à quel point la propagande du régime des mollahs imbibe justement cette France insoumise? On a l'impression qu'il répète les mêmes mots. C'est pas seulement la propagande du régime des mollahs, c'est aussi la propagande des gardiens, des frères musulmans. C'est différentes. Il y a des rapports qui ont été créés à ce sujet. De l'entrisme des frères musulmans dans le système politique, dans les systèmes politiques de différents pays européens, et en France notamment, et avec les liens qu'ils pourraient avoir avec la France insoumise. Vous savez, Rima Hassan travaillait, il est clair qu'elle représentait des organisations qui ont disparu et qu'elle essaie d'avoir de nouveaux liens à chaque fois avec de nouveaux patrons et qui eux aussi ont tendance à disparaître. Peut-être qu'elle va finir par décider de travailler pour le peuple français qu'elle doit représenter. Donald Trump a estimé tout à l'heure, Joshua Zarka, que l'intervention militaire que vous menez conjointement avec les États-Unis pourrait s'étaler bien au-delà des 4 semaines annoncées. On l'écoute rapidement, le président américain. Je vous passe la parole. Je vous assure que nous allons mettre un terme à cette menace, car menace il y a, mais nous sommes la nation la plus forte. Nous avons l'armée la plus forte au monde et de loin. Nous allons donc avoir la main haute et gagner cette guerre, quel que soit le temps qu'elle prenne. Nous allons
Nous avions projeté déjà 4 à 6 semaines, mais nous pouvons aller bien plus loin si c'est nécessaire. C'est une hypothèse à laquelle vous aussi, Israéliens, vous vous préparez, une guerre longue qui dure, Joshua Zarka. Cette guerre est une guerre qui est menée par le président américain et le Premier ministre. Et donc, ces décisions seront prises à leur niveau. Au début de la guerre, de notre côté, on avait parlé d'un certain nombre de semaines. Et donc, je pense qu'ils sont entièrement alignés. Il faut dire que ça dépend aussi de ce qui se passe en Iran. Vous savez, nous, depuis le début, mon Premier ministre, moi-même sur le plateau en France et d'autres, encouragent les Iraniens à reprendre les rues, à prendre le contrôle de leur pays. Est-ce possible, alors où on se parle? Il y a les bombes qui tombent là. Oui, c'est vrai qu'il y a des bombes qui tombent, mais vous savez, ces bombes, elles sont assez précises. Elles sont même très précises. Nous ciblons le gouvernement iranien, le programme nucléaire iranien, le programme balistique iranien, et le peuple sait que c'est ce que nous faisons. Et donc, alors, au contraire de ce que font les Iraniens. Et donc, je pense qu'il est très clair que les Iraniens, petit à petit, plus le gouvernement s'affaiblira, plus le peuple iranien aura le sentiment qu'ils peuvent, eux, aussi reprendre la rue et essayer de prendre le contrôle de ce qui se passe dans leur pays. Et avec quel levier, avec quel mouvement d'opposition constitué? Est-ce qu'il y a encore des leaders qui pourraient prendre la suite pour une transition démocratique pour ce grand pays? Vous savez, je me suis occupé du dossier iranien pendant un certain nombre d'années. J'ai étudié beaucoup sur le peuple iranien. Je crois fondamentalement à ce peuple. C'est un peuple extrêmement intelligent, un peuple très, très fort, très éduqué, et qui, je pense, est capable de faire des choses extraordinaires et avec lesquelles nous aurons une paix parfaite. Vous savez, je le disais à mon épouse, le seul endroit où je serais prêt à aller en quittant Paris serait d'être ambassadeur à Téhéran éventuellement. C'est un peuple extraordinaire. C'est un peuple extraordinaire et qui prendra le contrôle de ce qui lui arrive. C'est le peuple frère du peuple israélien qui aspire à vivre en paix. Vous restez avec nous, Joshua Zarka. On salue nos auditeurs d'Europe 1 qui retrouvent tout de suite Pierre Devineau pour Europe 1 Soir. Nous, on reste ensemble sur CNews pour évoquer ces bombardements qui continuent. On sait que des bombardiers stratégiques américains B-1B ont été utilisés hier soir pour frapper l'Iran. Ce sont des armes extrêmement techniques. Ça veut dire que les frappes précédentes sur les sites nucléaires iraniens n'étaient pas complètes, n'avaient pas réussi à anéantir la capacité de l'Iran à fabriquer l'arme nucléaire? Non. Ça veut dire que immédiatement après la guerre des 12 jours, le guide suprême, qui n'est plus avec nous, avait donné l'ordre de reprendre les efforts de remettre sur pied le programme nucléaire et de se préparer à reprendre l'enrichissement et aussi à enterrer beaucoup plus profondément ce programme afin de ne pas pouvoir être arrêté par des frappes militaires comme nous l'avons fait pendant la guerre de 12 jours. Et donc, ils ont fait, un certain nombre de mois ont passé, et donc il fallait reprendre ces frappes et faire en sorte qu'il soit clair qu'il n'ait jamais la possibilité de reprendre ce programme nucléaire qui était un programme nucléaire à des fins militaires. Ça, et à côté, bien sûr, le programme balistique, il produisait quelques dizaines de missiles par mois, et donc avait repris la production de leur programme balistique avec l'aide, il faut dire, de la Chine. Donc l'Iran allait avoir la bombe nucléaire? Non. Ça leur aurait repris. Mais ils auraient pu enterrer leur programme et d'une façon, au fait, ça aurait rendu une opération militaire pratiquement impossible. Et donc c'était ça, il fallait... C'était l'opportunité, il fallait taper à ce moment-là. Avant qu'ils s'enfoncent sous terre. Un mot de l'ONU, le chef de l'ONU appelle à la réouverture des points de passage vers Gaza. L'ONU que l'on... Machin, là. Voilà. Le machin, c'est ça? Monsieur Machin, vous faites allusion évidemment au mot du général de Gaulle. Oui. Est-ce que ces grandes organisations internationales ne sont pas obsolètes à l'heure où ces conflits se déroulent? Vous savez, il est clair que oui, elles sont obsolètes. Surtout, le secrétaire général a prouvé sa capacité d'être n'importe quoi quand il a condamné l'attaque israélo-américaine qui avait pour but de libérer justement le peuple iranien. Oui. Absolument. Le général de Gaulle avait trouvé
la définition la plus parfaite. Donc il faut redéfinir un nouvel ordre mondial, il faut redéfinir des institutions, tout est à reconstruire aujourd'hui? Vous savez, nous sommes un petit pays dans le coin du Moyen-Orient, ce n'est pas à nous de définir un ordre mondial. Je pense qu'il y a un mouvement déjà mondial qui va vers, qui va dans qui a pris déjà ce chemin. On verra ce que le monde créera. Mais je sais que l'ONU, comme il est aujourd'hui, est obsolète. Louis de Ragnel, une dernière question à M. Zarqa. Oui, non, je me posais la question, vous savez, dans les opérations militaires, on étudie toujours ce qu'on appelle les cas non conformes. C'est-à-dire, on prévoit une opération et puis ça ne se passe pas exactement comme ce qu'on avait prévu. Et alors, il y a un cas non conforme, c'est, vous savez, les gardiens de la Révolution, ils sont 200 000. Et un peu moins maintenant. Comment ? Un peu moins maintenant, vous avez raison. Mais imaginons que malgré tout, ils parviennent à conserver le pouvoir. Qu'est-ce que vous faites ? Vous vous installez dans la durée ? Vous envoyez, comme les États-Unis, éventuellement, vous réservez la possibilité d'envoyer des troupes au sol ? Non, non, non. Encore une fois, l'armée israélienne n'est pas une armée qui va conquérir, qui a pour but de conquérir l'Iran. L'Iran est un pays énorme, hein, c'est la France et l'Allemagne ensemble. C'est pas du tout ce que nous faisons. Nous faisons en sorte de ne pas être menacés par un régime qui tue sa propre population et qui a déstabilisé toute la région. Alors, nous ferons ce qu'il faut faire. Il faut dire, nous faisons de loin, et ça réussit pas mal jusqu'à présent, et nous ferons ce qu'il faut faire. Et une pensée pour les populations iraniennes, israéliennes et aussi libanaises qui subissent des bombardements et qui aspirent... Et puis tous ceux qui sont dans les pays du Golfe, on a vu beaucoup de ressortissants français qui sont coincés aussi. Je crois fondamentalement au futur. Je suis optimiste. Et je crois que nous sommes au début d'une nouvelle ère, et une vraie ère de paix pour tous les peuples de la région.